Merci madame. Effectivement, vous avez donné la tonalité pour cette soirée. Merci d'être là, merci d'être très nombreux. Bon, la salle est grande, hein, elle est très très grande, et vous êtes voilà, presque comble. Ça prouve l'intérêt, effectivement, de... Vous vous rendez compte quand même que le thermalisme a démarré il y a 2000 ans, d'accord, les premières vertus des eaux thermales, 2000 ans d'histoire. On pourrait s'attendre ce soir à parler un peu d'archéologie quasiment, hein, de parler de, voilà, de dinosaures. Non, qu'est-ce que vous pouvez... Vu la table ronde ce soir, j'aurais très honte, mesdames notamment, d'utiliser ce terme. Mais tout de même, il y a une histoire absolument exceptionnelle. Alors bien sûr, on ne va pas se projeter dans les grandes heures fastes du thermalisme. Napoléon III, l'impératrice Eugénie, là je parle sous le contrôle du directeur des terminaux royaux, voilà, effectivement, qui ont rendu visite à ces magnifiques établissements. Mais on va plutôt s'intéresser à un thermalisme qui est moderne, qui est aujourd'hui essentiel, naturel, pour préserver son capital santé. Et surtout, on va parler du potentiel incroyable de notre territoire, potentiel incroyable de notre région Auvergne, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Quelques chiffres pour donner quand même un contexte de départ, pour vous dire combien finalement l'innovation qui va vous être présentée maintenant, les innovations, s'inscrivent littéralement dans un vrai projet très ambitieux sur un plan régional. Aujourd'hui, par exemple, déjà, un faux semblant, le nombre de curistes est de nouveau en réaugmentation. Je dis ça parce qu'on entend souvent, oui, les cures, voilà, c'est en perdition. J'ai relevé 600 000 curistes en 2018, je parle sous votre contrôle, mais en réalité, si les chiffres sont faux. 130 000 cures thermales médicalisées en Auvergne-Rhône-Alpes. Troisième région thermale de France, d'accord, avec 22% de part de marché, c'est très technique, mais ça donne vraiment tout de suite un contexte. On parle également de 24 stations et 25 établissements thermaux de notre région. J'ai relevé également en France 100 000 emplois directs ou indirects dépendants du thermalisme, dont 18 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Effectivement, là aussi, vous vous rendez compte que le potentiel économique, c'est important. Ce thermalisme qui représente 14% du marché mondial du tourisme et qui est en progression constante, et on nous annonce qu'il devrait doubler normalement sous 10 ans, donc ça vous donne une idée de potentiel économique, de potentiel intéressant pour notre région. Et puis j'ai relevé cette phrase en préparant ce débat, je ne sais pas si la phrase est juste, on dit que pour 100 curistes supplémentaires, c'est 10 emplois créés. Alors, je dirige un média de presse économique, ne m'en voulez pas d'être un peu économique en ce début de table ronde, je laisserai à ces messieurs dames. Ça vous semble un petit peu important, 10 emplois créés pour 100... oui, alors on va dire 1000 curistes, 10 emplois... Pour le dire, voilà, pour le dire. Alors, donc vous ne m'en voulez pas, je vais vous donner quelques chiffres, mais ça me semblait important parce que ça nous montre combien les enjeux pour lesquels nous sommes tous réunis ce soir sont vraiment de la toute première importance pour l'économie de notre territoire. Et puis, bien sûr, n'oublions pas le grand plan thermal 2016-2020 de la région, 20 millions d'euros investis par la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin d'accompagner des projets de développement des stations thermales, nouvelle génération, et faire d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans les 10 ans, la première région thermale de France en termes de fréquentation. Belle ambition, je crois que vous êtes nombreux à vous projeter dans ce genre de projet, avec de belles créations. Donc ce soir, on va sortir des clichés, on va s'intéresser à ce qui bouillonne dans le thermalisme. Il n'y a pas que l'eau qui bouillonne, Pierre vous confirme, il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et on va y mettre surtout, je crois, vous allez constater, j'espère que vous allez avoir, tout comme moi, les yeux qui pétillent quand vous allez échanger avec des personnes ici présentes ce soir. On va parler innovation, pendant une grosseur, innovation de produits thermaux, des innovations en termes de formation, innovation en termes de communication. Osez quand même, on va en parler tout à l'heure. On va parler d'innovation également dans plein de domaines, d'innovation à l'international, au niveau européen également. On va s'intéresser à tout cela. Et j'aimerais vous présenter, si vous le voulez bien, une carte de l'écosystème local, régional, en matière de thermalisme. Je ne vais pas détailler ces établissements, ces organismes, puisque ce sera l'objet de notre débat. Et déjà, vous voyez un peu la cartographie des établissements ou des organismes qui vont se présenter et qui vont ce soir vous parler d'innovation, vous parler de futur et d'un avenir positif et riche. La petite voilà suivante, vous voyez Terre Auvergne, les routes des villes d'eau du Massif central, GIE Auvergne Thermal Qualité, le suivant massif, voilà, Thermotel, Cluster Innovatherm, l'Institut interuniversitaire de médecine thermale, le campus des métiers et des qualifications, et puis une carte qui vous présente l'intégralité des stations dans notre grande région, avec, vous le voyez, 2 pôles importants, dont celui qui nous intéresse un petit peu plus, hein, celui qui est à gauche, n'est-ce pas? Voilà. Même si on ne va pas
n'est-ce pas, ne pas oublier tout ce qui se trouve en Rhône-Alpes. Je sais s'il y a de belles stations thermales, mais on va peut-être s'intéresser un petit peu plus à celles qui sont à gauche pour cette soirée. Mesdames, Messieurs, ce que je vous ai également, je ne veux pas oublier également, c'est de vous dire qu'on est en partenariat avec Clermont Métropole. Ce soir, c'est important dans le cadre de la semaine Clermont Innovation Week. Et ça, c'est déjà tout un symbole. Parce que si vous regardez le programme de la Clermont Innovation Week, on s'intéresse au digital et au digital, à peu près, d'accord? Alors, j'ai rien contre les startups digitales, j'en dirige une, mais bon, il n'y a peut-être pas que de ça, il y a aussi, le thermalisme, et c'est vraiment l'occasion, je crois, là aussi, déjà de faire passer un message. Il y a sur notre territoire des pépites qui, digital, oui, excuse-moi, je te vois au fond, nos amis du Binois qui sont là, mais c'est bien qu'il y ait du digital, on va pas s'en plaindre, mais voilà, il y a aussi du thermalisme, et c'est ce qu'on va effectivement faire ce soir. Et puis, à la fin de cette soirée, on aura, je vous serai invité à un verre de l'amitié, et surtout à découvrir l'exposition des accros du Pémois, l'exposition des carrettistes, voilà, qui vont effectivement vous présenter leurs dessins, et ce sera aussi un très bon moment. Autour de cette table ronde, vous l'aurez constaté, ce n'est pas en vrai. Je n'ai jamais vu une table ronde, ça arrivera un jour, on y travaille. Une présence, et je tiens à le signaler ce soir, de personnes qui, par leur parcours, par les fonctions qu'elles occupent, par les projets qu'elles portent, je n'en doute pas, vont vous délivrer un message extrêmement enthousiaste sur le thermalisme. Daniel Forinbert, bonsoir. J'allais vous présenter, mais peut-être la meilleure solution, c'est que chacun se présente. Peut-être la meilleure solution, un peu moins pompeux. Non, je vous présente. Alors, ok, Daniel Forinbert, président de Thermodère. Félicitations, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes d'abord médecin, vous n'êtes pas médecin thermal avant tout. Première adjointe au maire de Châtel-Lyon, en charge du thermalisme et du tourisme, et vice-présidente d'Innovateur. Je vais bien oublier. Tout va bien. Anne-Cécile Fournier, bonsoir. Ingénieur projet au sein du cluster Innovateur, mais je sais si effectivement c'est un sujet important qu'on reviendra. En termes d'innovation, c'est incontournable. Professeur Yves-Jean Vignon, bonsoir. Vous êtes oncologue, vous êtes directeur du département d'oncogénétique du centre Jean Perrin. Vous êtes à l'origine de l'Institut interuniversitaire de médecine thermale. On en parlera effectivement, c'est l'un des sujets qui nous intéressera. Adjoint au maire de Vichy, en charge du thermalisme et du patrimoine. Comme quoi les deux sont couplés, effectivement, c'est bon. Vice-président de Thermoval et vice-président d'Innovateur. Mario Vansingle, vous êtes chargé de la coopération européenne. Bonsoir, pardon, je ne vous ai pas dit bonsoir, excusez-moi. Effectivement, vous êtes chargé de la coopération européenne à Thermoval et à la route des villes de. C'est bon, le profil est bon, tout va bien. Éric Bru, c'est le monsieur en peignoir. Ça, si vous ne l'avez pas repéré, c'est ça. Mais en même temps, il vous dira pourquoi il fait lui-même, lui, obligé d'être dans un peignoir. Voilà pourquoi ce projet des accros du peignoir est en train de disrupter la communication du thermalisme et même plus globalement peut-être de la communication. C'est peut-être certainement un des projets les plus créatifs en termes de communication actuellement en France. Donc Éric Bru, qui est directeur général de la route des villes d'eau et de Thermoval. Tout va bien. Et puis, on est chez vous, quelque part, hein, effectivement. Dominique Ferrandon, directeur des Thermes de Roya, enfin, chez vous. Vous n'êtes pas à côté de chez vous, parce que le casino n'en fait pas partie, vous n'avez pas le casino dans les Thermes. Bon. Même si c'est amusant, souvent on a couplé effectivement des casinos avec des thermes un peu partout en France. Et on parlera effectivement d'une station qui est en train de bouger, de changer, d'innover, qui sont effectivement les Thermes de Roya. Mesdames, Messieurs, je vous propose de passer tout de suite dans le vif du sujet. On vous donnera peut-être un petit peu la parole à la fin. On va être franc, ça va dépendre du côté bavard de nos intervenants. Voilà, si ça ne dure pas trop longtemps, on vous donnera la parole. Dans tous les cas, il y aura l'échange autour du verre d'amitié qui vous permettra de prolonger cette soirée. On va parler Thermovergne, n'est-ce pas, Daniel Forinbert. On va démarrer par effectivement un sujet extrêmement important, l'association Thermovergne qui réunit 11 stations thermales. Ah, je vous laisse allumer, peut-être qu'il bon, tout va bien, il fonctionne, tout va bien. Donc 11 stations thermales d'Auvergne, du Limousin, de Bourgogne-Sud, j'ai vu également. Vous défendez les intérêts de ces stations thermales. Donc vous présidez cette association. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, présenter l'action, les missions effectivement de Thermovergne? Oui, en quelques mots, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être ici avec nous. Oui, je suis présidente de Thermovergne, donc je peux dire, parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce n'est pas moi qui y travaille, que c'est une structure dédiée aux stations thermales, au thermalisme d'une région, qui est exceptionnelle et qui est unique en France. Il n'y a aucune structure thermale dans une autre région française qui soit aussi élaborée, on va dire aussi performante. Elle s'occupe de la promotion, elle s'occupe des 11 stations qui sont en Auvergne. Alors bien sûr, on l'a dit, l'Auvergne n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, on va parler de l'Auvergne parce que c'est ce qu'on connaît le mieux,
Mais n'oublions jamais à aucun moment que maintenant on est dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on n'est plus 11 stations, qu'on est 24, et que si je suis présidente de Terre Auvergne, je suis aussi coprésidente de la Fédération thermale Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous nous occupons en Terre Auvergne plus précisément des 11 stations thermales. On en a 9 en réalité, puis on en a adopté 2 parce qu'elles étaient juste à côté de chez nous. C'est Évaux-les-Bains et Bourbon-Lancy, elles étaient orphelines. Donc, on est 11, en fait, bien que 9 purement auvergnates. On s'occupe de l'assistance au développement des stations thermales, accompagnement dans tous les problèmes de la profession qui peuvent intervenir dans l'une ou l'autre station. On participe au financement de la recherche thermale, on a un observatoire de l'activité, on s'occupe aussi de classer les meublés parce que le tourisme va avec le thermalisme, la qualité de l'accueil est extrêmement importante, il n'y a plus de classement des meublés, donc maintenant c'est Terre Auvergne qui est le principal classeur des meublés. Et vous allez voir qu'on participe aussi à l'innovation avec l'ouverture sur l'Europe et un projet qui est un projet d'innovation de pointe dont va vous parler Marion. Voilà. Alors, ça c'est la présentation, on a fait une photographie de Terre Auvergne. Alors on va s'intéresser maintenant au thème de ce soir, parce que déjà c'est un petit peu provocateur, le thermalisme à la papa, voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire effectivement pour vous, j'allais dire, comment vous voyez quelque part l'avenir du thermalisme et qu'est-ce qui va changer finalement pour vous selon votre vision dans les années à venir? J'adore le titre de cette réunion, le thermalisme à la papa, qui est là, ça fait partie. Oui. Derrière nous, je crois. Ah oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Parce que c'est provocant. Et que la provocation, c'est quelque chose qui permet de réagir. Alors, c'est quoi le thermalisme à la papa? C'était quand? C'était il n'y a pas tellement longtemps. Il n'y a pas tellement longtemps et il y a très longtemps. Parce que c'était quand? C'était à la fin du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, c'était quoi le thermalisme? Eh bien, c'était les stations thermales, c'était des endroits où les gens venaient se soigner avec une thérapeutique dont nous, les médecins, savions très bien qu'elle était efficace. Les médecins qui envoyaient les patients savaient aussi qu'elle était efficace, mais ça ne suffisait pas pour convaincre les sceptiques. Et pour les sceptiques, les stations thermales étaient des endroits où on pratiquait une thérapeutique obsolète et qui étaient destinés à disparaître pratiquement. Parce qu'on était à la fin de la révolution thérapeutique, la deuxième moitié du XXe siècle, on pense qu'on va tout soigner avec les médicaments et que ces vieilles thérapeutiques d'autrefois n'ont plus lieu d'être. Alors il y a encore papy, mamie qui vont dans les stations thermales avec le chien pour passer des vacances payées par la Sécu. Et ça a longtemps traîné dans la tête des gens et ça traîne encore dans la tête de certaines personnes. C'est pour ça que c'est pas plus mal de se rappeler que le thermalisme à la papa, ça a été vu comme ça et tout d'un coup, au début du XXe siècle, tout a explosé, tout a changé, on est entré dans une autre ère du thermalisme. Ça a démarré comment? Ça a démarré avec les problèmes des médicaments. Le Mediator, vous vous rappelez les problèmes du Mediator et une centaine de médicaments de prescription courante qu'on a tous prescrit, les médecins, et qui a été remis en cause. Et tout d'un coup, on s'est dit que peut-être que c'est dangereux de prendre des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires graves quand on a une maladie chronique et qu'on est appelé à prendre des médicaments de façon régulière. Donc le premier déclencheur, le Mediator. Ensuite, il s'est passé quelque chose de très important aussi, la sécurité sociale a mis en demeure le thermalisme d'apporter la preuve scientifique de son efficacité. Alors il y a eu la FRET, deuxième effet. La FRET, une association qui a été créée pour faire de la recherche thermale. Les exploitants, les établissements thermaux et les villes thermales ont financé cette association et un budget de 10 millions a été investi et 35 études ont été en cours ou terminées ou en cours. Et la preuve scientifique de l'efficacité de la médecine thermale a été apportée avec des études d'une rigueur méthodologique indiscutable et incontestable. Et à partir de là, on a pu dire la médecine thermale est une médecine naturelle, efficace et sans effet secondaire. Vous voyez, ces trois mots sont essentiels parce que c'est un autre regard sur la médecine thermale. Ça n'est plus une médecine du passé, c'est une médecine de l'avenir qui s'adresse particulièrement bien aux affections chroniques, puisque les affections chroniques, on ne sait pas les soigner avec des médicaments chimiques, on ne sait pas les interrompre, les guérir définitivement, et donc la médecine thermale devient un recours majeur dans les affections chroniques. Ensuite, il y a eu le professeur Billon, qui est à cette table, et qui a osé créer, inventer un autre format de cure, en faisant oser surtout s'adresser à des femmes en post-cancer
pour une étude de réhabilitation post-cancer dans les stations thermales, l'étude PACT. Le professeur Vignon a brisé un tabou, a fait une étude sur un nouveau format, 15 jours, et surtout sur des patientes qui avaient eu un cancer, et dans les têtes aussi, il traînait l'idée que cancer et cure thermale, ça n'allait pas forcément bien ensemble. Il a osé le faire, et il a obtenu, il vous en parlera, je pense, peut-être, des résultats qui ont fait ouvrir les yeux sur d'autres possibilités d'apporter beaucoup de choses aux patients dans les stations thermales. Ensuite, il y a eu la création du cluster. Vous vous rendez compte, un cluster, c'est-à-dire à l'organisme dont on va vous parler, Anne-Cécile, c'est tellement loin de l'idée qu'on se faisait du thermalisme à la papa que c'était une véritable révolution culturelle, réunir des entreprises et des stations thermales pour trouver des nouveaux projets, pour faire de l'innovation, un cluster d'innovation, un cluster d'excellence thermale. C'était totalement enrichissant. Et après, encore le même professeur Vignon a créé l'Institut interuniversitaire des médecines thermales pour former les médecins de façon plus rapide, plus efficace à la médecine thermale et avoir de nouveaux prescripteurs. Et enfin, dernière arrivée originale et inattendue dans ces 20 années qui viennent de s'écouler, le campus des métiers et du thermalisme. On va former des gens à des nouveaux métiers du thermalisme, que ce soit dans les établissements thermaux ou à l'accueil, dans les hôtels, ou toutes sortes de nouveaux métiers qui se profilent. Donc voilà, maintenant on est au niveau du traitement thermal, on est dans une autre ère, dans une ère nouvelle. Mais il n'y a pas que ça. Le grand avenir des stations thermales, il est toujours là, mais il est aussi dans un autre domaine. Il y a un boulevard qui s'ouvre devant les stations thermales au niveau de la santé. C'est celui de la prévention santé. Les maladies chroniques, celles qu'on soigne dans les stations thermales, celles qui coûtent énormément d'argent à la sécurité sociale et celles qui gâchent la vie des gens parce qu'ils souffrent, et c'est de façon régulière et permanente, eh bien les maladies chroniques, on peut les éviter. Et si on peut les éviter, pourquoi ne pas le faire? Ça s'appelle la prévention primaire. Faire en sorte de ne pas être malade. Et donc, on est dans une ère où on passe du curatif au préventif. Donc, la ministre de la Santé, la précédente, celle-ci, il y a 5 ans à peu près, a dit la stratégie nationale de santé, maintenant, c'est la prévention. Et aussi, on parle de médecine des 4 P, c'est-à-dire une médecine prédictive, savoir les risques que chacun d'entre nous recourt, au maximum en faisant faire son génome, ou tout simplement en regardant autour de soi les pathologies qui sont arrivées dans sa famille. Donc médecine prédictive, médecine préventive, faire le nécessaire pour ne pas tomber dans la maladie. Chacun a reçu un capital santé et à nous de faire en sorte de le fructifier. Donc participatif, on devient acteur de sa santé et personnalisé parce qu'il n'y a pas de personnes semblables dans cette salle. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la prévention santé, la prévention primaire? Ce qu'on doit faire pour ne pas être malade, eh bien c'est très simple. Il faut essayer de lutter contre les 3 éléments qui sont provocateurs de maladies chroniques qui ne font pas empoisonner la vie des gens, mais qui parfois les amènent à mourir, les tuent. Ils sont d'abord chroniques et après on peut en mourir. Eh bien les 3 facteurs, c'est pas compliqué. C'est la sédentarité, c'est la malbouffe et c'est le stress. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà, dans un premier temps, chacun d'entre nous, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle condition, peut faire son petit scan mental et se dire, oui, je pêche, moi. Sédentarité, malbouffe ou stress? Personne n'échappe au stress, hein? Personne. Si quelqu'un échappe au stress, qu'il me le dise. Non, je n'y croirais pas. Donc, à chacun d'entre nous, à tous les âges de la vie, qu'on soit âgé, qu'on soit jeune parent, qu'on soit enfant, qu'on soit ado, maintenant nous avons une espèce de mission de devoir, c'est de nous prendre en charge. De nous prendre en charge de façon à ne pas peser sur le budget de la sécurité sociale, à être en bonne santé, mais à éviter de consommer inutilement du médicament. Le médicament restant toujours hyper précieux pour nous guérir des maladies graves. Alors, pourquoi, une fois qu'on a dit qu'il fallait faire tout ça, comment le faire? Comment apprendre une nouvelle hygiène de vie? Eh bien, dans les stations thermales. Les stations thermales sont en première ligne
pour apprendre aux gens comment modifier leur vie pour ne pas être malade. Donc, on va apprendre à être bon dans les 3 domaines de l'activité physique adaptée, vous savez maintenant, le sport santé, le sport médicament, le sport pris en charge par la sécurité sociale, mais même sans aller jusqu'au sport, l'activité physique. Ensuite, il y a nutrition santé, et enfin, apprendre la gestion du stress et le développement du mental. Alors, et on approche des 10 minutes. Mais Mais c'est passionnant. C'est ça. Je vais dire comment on va le faire. Il y aurait certainement les stations thermales, voilà, pleine santé. La station thermale de pleine santé. Alors, il n'y a pas que les préventions dans les stations thermales, il y a aussi tous les nouveaux formats de cure, avec la réhabilitation post-chirurgie, la post-maladie, ça c'est de la prévention tertiaire ou de la prévention secondaire quand on a déjà des pathologies chroniques. Là, j'ai un peu alors, les stations thermales, quel est le modèle qu'on va mettre en place? C'est la station thermale de pleine santé. Et c'est un modèle qui n'existe pas encore, ça c'est à venir, parce que c'est un concept qui est mis en place avec la ville thermale et les thermes. Travaillent ensemble. La station thermale de pleine santé est une station où tous les socioprofessionnels travaillent à apporter leur pierre à la prévention. Les restaurateurs proposent des menus de santé, les bars des tisanes et des jus de fruits, des cocktails santé, les hébergeurs ont des bons matins pour qu'on dorme bien, mais la ville est équipée d'éléments qui permettent de faire du sport, elle est équipée avec des déplacements doux, bref, c'est toute une ville qui se mobilise pour la prévention, et bien sûr, la prévention, bien sûr, est prescrite dans l'établissement thermal, accompagnée de soins thermaux. Et donc, c'est un nouveau concept, et l'idée, c'est de faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, certainement pas la première région thermale de France, ça, on n'a même pas à l'envisager, ce n'est pas possible, mais la première région thermale de prévention. Ça, c'est une ambition qu'on peut atteindre, et c'est une ambition vers laquelle on va tendre. Et c'est un concept vraiment nouveau, complètement révolutionnaire. C'est une invention, il faut le créer. Donc, il n'y a pas de modèle. Aujourd'hui, vous il n'y a pas de modèle, et c'est une nouvelle clientèle qui va venir, beaucoup plus jeune, pour des courts séjours. C'est un double intérêt, c'est un intérêt majeur pour la santé et un intérêt économique majeur pour les stations thermales. Ça répond aux 2 besoins, aux deux missions de la station. Merci, docteur. Effectivement. Alors, ça pose bien effectivement le débat. Et il y a un mot qui est revenu sur lequel vous avez appuyé, l'importance du cluster, la naissance d'un cluster. Anne-Cécile Fournier, on va parler de ce cluster, effectivement. On va parler un peu de vous, hein, c'est bien. Voilà, je vous laisse c'est vous qui avez les slides. Déjà, peut-être, qu'est-ce qu'un cluster? C'est peut-être pas évident pour tout le monde de ce que c'est. Et alors, comment on arrive à susciter l'innovation dans un cluster? Un anglicisme, effectivement, à expliquer. Un cluster, c'est un groupement, en traduction littérale. En français, on dirait plus simplement un groupement d'entreprises, hein, en fait. Un réseau d'entreprises. Et le cluster Innovaterm a été créé en 2013 sur la réponse d'un appel à projet régional. Vous avez vu que la profession thermale était fort bien structurée en Auvergne, puisqu'à l'époque on était dans la région Auvergne, et les acteurs thermaux, les acteurs universitaires se sont réunis pour répondre à ce cluster et créer ce maillon recherche et innovation, puisque l'objet du cluster est donc d'accompagner les établissements thermaux et d'accompagner la filière thermale dans son développement économique et dans ses projets d'innovation. Donc l'objet est de créer de la valeur et d'accompagner les acteurs sur leurs projets d'innovation. Alors les membres du cluster, on a 34 membres au jour d'aujourd'hui. On va avoir évidemment de droit les entreprises thermales, mais à côté de ces entreprises thermales, des entreprises non thermales qui participent au projet qu'on accompagne. Les partenaires évidemment académiques et de recherche et les institutionnels comme Thermauvergne. Le mode de fonctionnement de cluster, c'est de travailler sur des projets collaboratifs, c'est-à-dire l'innovation du cluster, c'est une innovation ouverte, c'est-à-dire qu'on est sur le partage et sur la collaboration. On fait se croiser des gens qui
peut-être naturellement ne se seraient pas rencontrés. Et par ce regard croisé, on crée des nouvelles occasions de collaboration et on enrichit les projets. Donc les projets sont des projets collaboratifs, partenariaux, des acteurs publics, privés, et on est là aussi pour inciter à des transferts de compétences entre ces acteurs. Et à créer de la valeur, puisque le cluster, il est là pour accompagner voilà, sur l'innovation, sur des nouveaux produits, sur la création du thermalisme de demain dont Daniel nous a bien parlé. Le thermalisme de demain qui a démarré aujourd'hui, si j'ai bien compris, ça y est, on est parti, hein, c'est ça, tout va bien. Quels sont les besoins en termes d'innovation finalement de la filière thermale? Quelle est votre ambition quelque part en termes d'innovation? Voilà, où placez-vous la barre finalement en termes d'innovation? Alors, on a vu qu'il y avait une forte dynamique au niveau de cette filière thermale, qu'elle était bien organisée, que la fréquentation était quand même au beau fixe, qu'il y avait un besoin d'accompagner et de créer une offre qui est très large. Hein. On commence dans le thermoludique ici à Roya avec Roya Tonic. On peut aller ensuite en cure thermale pour soigner ces maladies. Et sur l'approche de la prévention santé, effectivement, là on a encore beaucoup de choses à construire. Et au sein de la pratique thermale, on a énormément de briques, de compétences intéressantes pour construire ces nouveaux programmes autour de la prévention santé. Dans les établissements thermaux, on a des hydrothérapeutes qui délivrent les soins d'eau, mais on va avoir aussi tout un tas de professionnels de santé, les médecins thermaux évidemment, les kinés, les infirmières, on peut avoir des diététiciennes aussi. On a ce qu'on appelle des moniteurs d'activité physique adaptée, qui sont des coachs sportifs qui ont une formation universitaire et qui sont là pour accompagner sur la bonne pratique de l'activité physique. Donc quand on croise un petit peu toutes ces compétences, qu'on a envie de faire de nouveaux programmes de prévention autour de tout un tas de thématiques différentes, on a vraiment tous les ingrédients pour créer ces programmes-là. On a parlé de médecine 4P, évidemment, le thermalisme, il est tout à fait intéressant pour replacer la personne et la responsabiliser en tant qu'acteur de son bien-être. Et l'environnement thermal est un lieu effectivement où on coupe un petit peu avec le rythme de vie habituel, et on est quand même disposé à prendre du temps pour soi, à prendre du temps pour sa santé. Et la grosse erreur à commettre serait de penser à sa santé quand on commence à avoir des douleurs, quand on commence à avoir mal. Tout se joue maintenant. Tout se joue avant finalement, avoir conscience, la pleine conscience. Exactement. À un moment donné de son corps, de ce qu'on est, et effectivement d'être accompagné pour ça par tous les partenaires, vous l'évoquez effectivement. Je vous ai coupé, pardon. Les programmes qu'on va développer sont des programmes où on va essayer de travailler sur le mode de vie en fait, et d'éduquer. On ne travaille pas sur la cure thermale 3 semaines, ça vous l'avez compris, ça a été sanctuarisé. On a fait la démonstration du service médical rendu sur cette cure-là. Les programmes qu'on va travailler au sein du cluster sont des programmes complémentaires. On va travailler sur de l'éducation à la santé, on va travailler sur des programmes courts. On peut aussi accompagner nos partenaires sur des projets également transverses, hors du champ de la prévention santé. Mais on est dans des nouvelles propositions d'offres. Et on parle de partenaires académiques et de chercheurs, mais l'objet c'est de servir de leurs compétences et de leurs connaissances autour des pathologies, autour de la réalisation de protocoles, mais on n'est pas du tout dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment d'aller sur le marché et de mettre de nouveaux produits sur le marché. Alors ces nouveaux produits justement, comment vous aider à émerger, si j'ai bien compris, des projets, et puis au bout d'un moment effectivement ces projets qui prennent du corps. Est-ce qu'on peut parler un petit peu effectivement des typologies de projets que vous accompagnez, voire peut-être un ou deux exemples très, très précis de projets accompagnés qui sont matures aujourd'hui et qui sont disponibles sur le marché, puisque le mot a été utilisé. Donc le principe de fonctionnement est le même quel que soit le projet qu'on va traiter. Le cluster, il accompagne sur la maturation de ces projets collaboratifs.
déjà avoir le bon consortium de partenaires, apporter toutes les bonnes compétences pour aller vers la création d'un produit optimisé. On va retrouver les entreprises, on va retrouver les partenaires universitaires et puis d'autres types de partenaires en fonction des sujets qu'on va traiter. On va aller répondre à un appel à projet. Et cette approche collaborative, elle est intéressante parce que quand on est plusieurs, déjà on mutualise le coût, on mutualise le risque. On a cette intelligence collective et puis on va avoir un effet levier grâce au financement que potentiellement on va pouvoir obtenir. Une fois qu'on a réussi à financer ce projet-là, on va le construire. Alors, ça peut être très varié, on peut être sur des études scientifiques. Le cluster, quand même, il y a un fil rouge qu'on va retrouver sur tous les projets qu'on accompagne, c'est la démonstration de l'efficacité, la validation scientifique ou la validation technique. Ça vient de l'enseignement du passé et de ce fameux drapeau rouge qui avait été secoué par la sécurité sociale en demandant à la profession de faire la démonstration. Là maintenant, dès qu'on crée quelque chose, on a pris la bonne habitude finalement d'être dans cette démarche-là dès le départ. Donc ces projets, ensuite, eh bien, ils vont aboutir à un produit. Alors quelques exemples de projets, on peut parler de programmes courts de prévention santé, par exemple à Néry-les-Bains, on va travailler sur le burn-out et on a travaillé un programme court, on va trouver des ingrédients évidemment, des soins d'hydrothérapie, de la prise en charge psychologique avec une approche et un accompagnement. C'est vraiment une thématique très ancrée dans la modernité, c'est le thème d'aujourd'hui, on parle du burn-out. On n'attend pas nécessairement une médecine, façon d'appréhender la santé dans le internalisme, vous accompagnez des sujets extrêmement d'actualité. Oui, complètement. Donc une prise en charge globale en fait pour avoir les bons réflexes et puis apprendre. À la sortie, donc, sur le burn-out, on peut y aller. On n'a eu aucun problème pour les inclusions sur ce projet-là, effectivement. Ensuite, on a d'autres types d'études. Alors, on parlait du numérique tout à l'heure. Le numérique n'est pas forcément à opposer à la pratique thermale, puisqu'on a un projet qui s'appelle le projet ARTI, où sont impliqués les termes de Roya, dont l'objet est de développer une application numérique pour accompagner les gens qui viennent faire des cures et qui souffrent d'arthrose. Donc voilà, ça peut être aussi un sujet qui est traité au sein de la pratique thermale. Et puis juste un dernier exemple pour sortir un petit peu du champ. Si c'est le dernier exemple, c'est parfait, vous serez pile à 10 minutes, c'est incroyable. Parfait. Concernant un sujet qui n'est pas un sujet de prévention santé, mais on peut aussi accompagner des projets transverses, on a travaillé sur une étude qui s'appelle l'étude verte, et qui traite de la valorisation énergétique des eaux thermales de Angers. L'eau thermale, c'est une eau qui est chaude et qui, une fois qu'elle a été utilisée, a encore beaucoup d'énergie. Et donc l'objet était d'accompagner 5 établissements thermaux sur un diagnostic de leur pratique énergétique, sur des recommandations pour améliorer cette utilisation-là, et la création d'un manuel de bonnes pratiques qui a été diffusé à tous les établissements thermaux pour leur donner envie de franchir le pas. Et bien effectivement, ça donne effectivement envie de franchir le pas en direction du thermalisme. Merci effectivement pour votre témoignage et merci pour cet éclairage sur ce cluster dont on entend beaucoup parler effectivement, mais dont les contours n'étaient peut-être pas aussi bien maîtrisés que maintenant. Et si vous souhaitez approfondir, encore une fois, on le fera à la fin ou autour d'un verre de la midi. Professeur Yves-Jean Vignon, j'allais dire, vous auriez pu aborder, si j'ai bien compris ce soir, énormément de thèmes et de thématiques qui nous auraient passionnés tout au long de cette soirée. On va se concentrer sur l'un d'entre eux, si vous le voulez bien. Effectivement, l'Institut interuniversitaire de médecine thermale. Pourquoi avoir voulu créer cet institut? Est-ce qu'on peut en quelques mots comprendre la genèse finalement de cet institut? Je dirais que la première raison pour la création de cet institut, c'est qu'il n'en existait pas en France. C'est déjà une bonne raison, effectivement. C'est la première bonne raison. Après, la deuxième raison importante, c'était qu'il manquait un institut de médecine thermale en France, donc il était nécessaire d'en créer un. Alors pourquoi manquait-il un institut de médecine thermale? Alors, je vais l'argumenter à partir de 3 chiffres. Ils vont vous parler, je pense. Premier chiffre, c'est que dans les 5 ans qui viennent, 50% environ des médecins thermaux actuellement en exercice prendront leur retraite.
Oui, c'est un chiffre très important. Donc il faut assurer la relève de l'ensemble de ces médecins qui va partir. Et quand on dit qu'on veut faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes la première région thermale de France, que ce soit spécifiquement sur la prévention ou globalement première région thermale de France, le thermalisme est médicalisé en France et donc il faut des médecins. On ne pourra jamais devenir une grande région thermale si on n'a pas de jeunes médecins qui viennent. Le deuxième chiffre que je vais vous donner, c'est 60%. Je vais les crescendo. Là, j'ai commencé à 50, maintenant je monte à 60, puis après vous verrez, c'est encore pire. 60%. 60% des médecins actuellement installés et pratiquant la médecine thermale ont le diplôme officiel universitaire qui leur permet d'exercer la crénothérapie. On parle de crénothérapie pour la médecine thermale. 60% pourquoi? Parce que la formation en médecine thermale, c'est une formation qui est longue, qui se fait après la thèse de médecine, qui dure 2 années, donc quelque part un peu récalcitrant pour un jeune médecin qui, une fois qu'il sera installé médecin thermal, aurait un petit peu l'étiquette de médecin généraliste. Et ce que sont les 40 autres pourcents de médecins qui pratiquent la médecine thermale, qui sont des médecins généralistes, mais qui ont le privilège de s'être installés dans une ville thermale et donc font les pratiques de la médecine thermale. Et souvent d'ailleurs à temps partiel. Troisième chiffre, 80%. À 80%, 80% des malades qui arrivent pour faire leur cure thermale et voient donc le médecin thermal leur arriver, systématiquement les médecins, eh bien n'ont pas de prescription de cure thermale. Donc ça veut dire qu'il y a une méconnaissance monstrueuse de la médecine thermale par les médecins prescripteurs. Donc d'où la nécessité effectivement de corriger le tir, puisque normalement quand on vous adresse à un autre médecin spécialiste, quel qu'il soit, il faut un courrier qui explique pourquoi vous allez voir ce patient en consultation. Donc des chiffres qui sont particulièrement impressionnants, donc qui justifient effectivement de la création de cet institut interuniversitaire de médecine thermale. Quelles sont ces missions finalement de cet institut? Voilà, quelles sont les missions qui maintenant vont lui incomber et comment vont-elles prendre corps dans sa mise en œuvre? Alors nous nous sommes définis dans un premier temps 2 missions, après il y en aurait une troisième. Oui. J'avais 203, c'est ça. Commençons par, comme l'Institut est très jeune, il faut d'abord que nous remplissions nos 2 premières missions. La première, c'est de proposer des formations pour les médecins, des formations qui soient complémentaires de celles qui existent actuellement. Je vous ai parlé de la spécialisation, qui n'en est pas vraiment une capacité en médecine thermale, qui se fait donc après la thèse de médecine sur 2 années, donc formation très longue. Une deuxième formation qui existe en France, qui est un diplôme interuniversitaire de médecine thermale, qui oblige ceux qui s'engagent dans ce diplôme à suivre un enseignement sur 1 année et plus d'une centaine d'heures de cours, donc il faut avoir une grande disponibilité pour cela. Et donc ce que nous proposons, c'est justement quelque chose de complémentaire, de beaucoup plus souple, et des formations beaucoup plus courtes, qui s'intègrent dans ce qu'on appelle le développement professionnel continu, c'est-à-dire une obligation qu'ont tous les professionnels de santé d'avoir au moins une formation sur tous les 3 ans. Donc l'idée, c'est de leur proposer une formation courte de ce type-là en médecine thermale, avec pour cible principale, nos premières cibles sont multiples les cibles, parce que ça peut être les médecins thermaux déjà installés, qui ont besoin d'actualiser leurs connaissances sur justement les travaux remarquables qui ont été faits par la FRET, démontrant le service médical rendu de la médecine thermale. Donc il n'est pas inutile non plus de former les médecins thermaux, mais ce n'est pas notre première cible. Notre première cible, ce sont les médecins qui ne sont pas en ville thermale, dans les stations thermales, mais qui sont dans le pourtour des stations thermales et dans des régions, dans les grandes régions thermales, et qui pourraient quelque part avoir envie de franchir le pas et de faire la médecine thermale. Mais ils n'osent pas parce qu'il leur manque justement le petit déclic et la formation qui leur permettrait de se sentir à l'aise sur cette place. Voilà, donc ça sera notre première cible. Alors, première mission. Deuxième mission, c'est la mise en place d'un observatoire de la médecine thermale
pour justement évaluer la démographie, puis les difficultés que peuvent rencontrer les médecins thermaux dans leur pratique, et pour également évaluer les pratiques de médecine thermale, parce qu'on s'est aperçu que ces pratiques sont relativement hétérogènes d'une ville à l'autre pour une même pathologie, et d'un médecin à l'autre au sein d'une même ville pour une pathologie identique qui serait traitée. Donc 2 missions, la troisième pas tout de suite, vous disiez, La troisième, pas tout de suite, c'est je ne veux pas être trop long, mais ça relève de la recherche, alors non pas la recherche telle que l'a fait la FRET, mais ce que moi j'appelle la recherche ancillaire, c'est-à-dire un petit peu l'évaluation des pratiques. Très technique, on ne comprend peut-être pas effectivement voilà. Ici ce soir. Est-ce qu'on peut, donc des missions qui déjà en soi sont des approches innovantes effectivement de concevoir cette formation-là, est-ce qu'il y a des projets également qui maintenant prennent corps, et lesquels est-ce qu'on peut parler de quelques projets qui dès aujourd'hui sont des approches innovantes en matière de formation par exemple? Alors effectivement, nous mettons en place par rapport à ces 2 missions première réalisation. Donc la première, alors elle n'est pas encore faite, hein, c'est en train de se construire parce que ça prend du temps. Le Conseil national des établissements thermaux d'ailleurs vient en soutien à notre démarche. C'est sur les formations. Parce que si l'Institut interuniversitaire est au Ralpin, ces missions en termes d'enseignement ne sont pas que régionales et oralpines, elles sont nationales, et c'est pour ça que le CNET et son soutien nous est précieux. Pour une formation, puisqu'elle va s'adresser à l'ensemble de la France, on ne va pas faire venir, même si ça vous ferait plaisir, hein, bien sûr, les faire venir en région d'Auvergne pour qu'ils se forment chez nous. L'idée, c'est de faire une formation, ce qu'on appelle le e-learning. Donc, excusez-moi, on est dans le numérique. Bien sûr, non, mais... hein, donc, on fait aussi, le numérique vient en support à la médecine thermale. Et donc, c'est ce qui permet des formations à distance des médecins, où qu'ils soient, mais validées bien évidemment par la faculté de médecine et validées par l'université, c'est-à-dire qu'on leur fait passer un examen à la fin de leur formation pour attester la qualité de la compréhension de l'enseignement. Ça ne dispensera pas d'un petit stage pratique, ceux qui peuvent faire à proximité. La deuxième réalisation alors, par rapport à l'Observatoire, c'est qu'il y a un questionnaire qui a été élaboré, donc qui a été envoyé aussi bien, alors là par contre la démarche est plus régionale cette fois-ci et oralpine, un questionnaire qui a été élaboré, envoyé à la fois aux établissements thermaux et aux médecins thermaux, donc 2 questionnaires différents et complémentaires, et que nous allons donc dépouiller pour en tirer les enseignements nécessaires. Effectivement, un programme d'une grande richesse, mais effectivement, lui aussi, complètement dans cet esprit d'innovation, puisque c'est une approche nouvelle, effectivement, de former ces praticiens, de les amener effectivement à la médecine thermale. On reviendra, je pense, avec vous dans les questions, si vous le permettez, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, mais voilà, effectivement... Je sais de la parole. Eh bien, écoutez, c'était effectivement très riche, parce que il y a également, alors là on a évoqué, on était effectivement tourné vers la formation, on était tourné effectivement vers une approche, on a parlé d'une approche oralpine, on a évoqué la région OM, on va se tourner cette fois-ci vers l'Europe, hein, et avec de l'ambition, parce que c'est pas pour dire seulement, voilà, l'Europe c'est facile, hein, en plus on est dans l'actualité du moment, on ne peut pas le dire l'inverse, sur l'Union européenne et les élections qui s'approchent, c'est un sujet extrêmement important. Marion Vancingue, on va parler effectivement de coopération européenne, parce que la route des villes du Massif central est complètement impliquée dans un réseau, n'est-ce pas, qui s'appelle EHTTA, si j'ai bien compris. Alors, je vais vous laisser décrire effectivement ce réseau et nous présenter effectivement l'action que vous menez autour de cette approche européenne, cette fois-ci du thermalisme. Alors c'est ça, c'est l'EHTTA, donc l'association La Route des Villes du Massif central est membre associé de ce réseau européen qui en anglais est European Historic Thermal Town Association. Oui. Donc l'association européenne de villes thermales historiques. Et cette association, elle a été créée en 2009 à Bruxelles suite à une rencontre de plusieurs villes thermales, 6 villes thermales en Europe, dont la ville de Vichy à l'époque, lors d'un projet européen sur le patrimoine. Donc en fait, ils ont décidé, ces 6 membres fondateurs, de se rejoindre au sein d'une association qui est une association internationale de droit belge, qui a son siège social basé à Spa en Belgique aujourd'hui.
Et dès la deuxième année, la première année même d'existence, en 2010, ils ont été chercher une mention, qui est la mention d'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Pour être un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, il faut raconter une histoire européenne, un fait européen. Donc là, évidemment, ce que l'itinéraire culturel des villes thermales historiques raconte, c'est l'histoire du thermalisme en Europe, à travers les époques. Donc en fait, c'est un réseau aujourd'hui qui est composé de 48 membres, donc qui a connu un fort développement, qui fête ses 10 ans cette année. Un fort développement, 48 membres sur 15 pays, et chacun des membres est complémentaire. Donc dans cette histoire du thermalisme à l'échelle européenne, on a aussi bien des villes qui sont des villes antiques, comme les villes thermales grecques, on a aussi bien des villes qui témoignent plutôt d'une influence de l'Empire ottoman, avec les bains turcs, ou des villes comme Vichy qui datent plutôt du 19e siècle et de l'âge d'or du thermalisme comme on l'entend en Europe centrale. Je peux me permettre que vous avez avancé la carte de l'Europe, vous êtes allé plus loin que la politique. Alors, la Turquie a rejoint l'Union européenne. En fait, parce que comme c'est un itinéraire culturel qui est un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe c'est 47 pays. Oui. Donc dans le monde, dont les 28 États membres de l'Union, ce qui fait qu'au bout de 5-6 ans d'existence, l'association a commencé effectivement à gagner des pays hors Union européenne, comme l'Azerbaïdjan, par exemple, comme la Turquie, et continue donc de se développer, puisqu'effectivement le thermalisme ne s'est pas forcément arrêté aux frontières politiques, on va dire, de l'Union européenne. Des États membres de l'Union européenne. Et au niveau du Massif central, et pourquoi la route des Lido du Massif central est très fortement impliquée dans ce réseau, c'est que la présidence de cette association sur les 4 premières années d'existence était assumée par Christian Korn, qui était le maire adjoint de la ville de Vichy, et qui a donc souhaité à ce que Vichy, mais aussi d'autres villes thermales du Massif central, comme Châtel-Guyon, qui est maintenant membre de l'association depuis plusieurs années, la Bourboule, le Mont d'Or, Roya-Chamalières, et la route des villes d'eau s'implique fortement dans cette stratégie de coopération européenne, et il y a également récemment Clermont-Auvergne Métropole qui nous a rejoints. Alors, quelle forme ça prend cette coopération? Des visites, par exemple, des découvertes mutuelles? Il y a eu une visite récemment sur votre territoire? Alors, qui n'avait rien à voir avec... Rien à voir, parce que j'ai vu ça ce matin en préparant la table ronde. D'accord, ça n'avait rien à voir. C'est en fait le principe de participer à un réseau d'échange d'expériences, donc de travailler avec des personnes qui sont aussi des directeurs d'établissements thermaux, des directeurs de spa thermaux, des personnes qui s'occupent du développement économique, touristique et culturel de la station thermale, de faire se rencontrer cet écosystème à l'échelle européenne, voire internationale, de faire en sorte que ces personnes puissent discuter et échanger sur des problématiques liées plutôt au patrimoine, pour ce qui est de l'EHTTA, puisque c'est une association qui travaille à la valorisation de ce patrimoine qui est encore assez méconnu du grand public et qui mérite justement à ce qu'on le fasse mieux connaître, puisqu'il s'agit vraiment d'un patrimoine culturel de l'Europe. Oui, quand on voit effectivement les images qui sont présentées là, la richesse de ce patrimoine, voilà, effectivement, c'est emblématique et qui, dont on n'a pas à rougir en Auvergne ou dans le Massif central, puisque on se rend compte aussi en participant à ce type de démarche que finalement on a un patrimoine emblématique chez nous aussi. Je ne veux pas vous poser une question piège, j'espère que vous avez la réponse. Oui. Ce sont ces lieux se situent où? Alors il y a les bains romains à Bath, donc, qui est une ville thermale que vous devez sûrement connaître en Angleterre. Oui. Ensuite c'est les thermes Tetuccio de Montecatini Terme en Italie, qui est des thermes de style Liberty. C'est absolument splendide, je vous invite vraiment à aller les visiter. Oui. Ensuite on est à Bursa. Donc avec une inspiration plutôt ottomane, sur des vins qui sont plutôt récents. Et à Spa, oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on était aussi sur un patrimoine qui pouvait être un patrimoine moderne, avec une récente filière. On voit du patrimoine culturel historique, et là, subitement, on voit quelque chose. Spa a évidemment un patrimoine thermal historique. Bien sûr, tout à fait. Mais là, on symbolise la modernité aussi. Et c'est ça, en fait, le HTTA au plan européen. Alors après, ça ne veut pas dire que, même si on fait partie de ce réseau, comment est-ce qu'on innove en étant membre de ce réseau? Et c'est là où on peut parler de 2-3 petits exemples concrets, je pense, aujourd'hui. Donc ça fait à peu près 5-6 ans que la route des villes d'eau est impliquée dans ce réseau européen. Et en 2012, on a commencé à réfléchir à tout ce qui était lié au storytelling.
donc l'art de raconter des histoires. Ça nous paraissait un petit peu loin au départ. Et puis finalement, c'est un concept qu'on s'est approprié au niveau de la route des vidéos du Massif central, et je pense, enfin, je dirais même que j'affirme aujourd'hui que c'est un petit peu ce qui a préfiguré finalement le concept des accros du peignoir et puis la marque qu'on est en train de déployer. Et peut-être qu'Éric ne le savait pas à l'époque, mais voilà, c'est la raison du pourquoi il est en peignoir aujourd'hui. Il le prend en note, je vois qu'il prend des notes, donc tu sais que ça. Donc ça, c'est un exemple concret finalement d'une réflexion qu'on a portée plutôt à l'échelle européenne au départ, et qu'on s'est finalement petit à petit approprié au niveau de l'équipe et qu'on a souhaité développer à notre façon au niveau du Massif central. D'accord. Et on parle également de notre projet qui fait la une de la presse aussi en ce moment énormément, c'est le projet européen Innovaspa, là vous êtes aussi effectivement dans une approche européenne. Si j'ai bien compris effectivement le sujet qu'on a évoqué ensemble, c'est aussi un projet quand même qui a vraiment son importance dans la mesure où il y avait 234 projets déposés, ce que j'ai vu parce que c'est un peu un projet, 54 projets retenus, dont Innovaspa, dont vous êtes chef de file. Est-ce qu'on peut parler de ce projet? En quoi consiste-t-il? En quoi va-t-il lui aussi effectivement permettre d'avancer en termes de coopération européenne? Alors, Innovaspa, c'est un projet donc, qui est porté par Terme Auvergne, donc, qui du coup s'est mis à la coopération européenne un petit peu plus tard. Effectivement, en 2017, on a eu l'information comme quoi le programme Interreg Europe de la Commission européenne, qui est un programme d'échange de bonnes pratiques entre régions européennes, allait proposer ce 3e appel. Et on s'est dit qu'il y aurait peut-être un intérêt à ce qu'on se positionne plutôt sur un axe innovation santé et prévention santé pour toutes les raisons que voilà, les intervenants précédents ont expliquées. Et qu'aujourd'hui, il y avait peut-être un intérêt à ce qu'on aille justement échanger sur des bonnes pratiques à l'échelle européenne sur cette thématique-là. Donc on s'est positionné, donc effectivement c'est assez compliqué d'arriver à obtenir ce type de dossier, mais on s'est adjoint les services aussi d'un consultant spécialisé, parce que je pense qu'il faut savoir se doter des bonnes personnes dans ces cas-là, puisqu'on a aussi essuyé les plâtres sur les précédents projets. J'ai l'impression que pour vous tous, effectivement, vous êtes vraiment des précurseurs, vous êtes des ouvreurs, chacun à votre façon, vous êtes littéralement des ouvreurs, c'est littéralement, vous créez votre propre sillon aujourd'hui, et le passé c'est juste une valeur, j'allais dire. Mais on capitalise quand même sur notre histoire. C'est pas vous qui allez dire l'inverse après avoir fait ce qu'on vient de voir. J'allais dire, vous ouvrez littéralement un futur au thermalisme. Et du coup, ce projet, on l'a obtenu, donc il a commencé en juin 2018. Et l'idée, c'est d'aller échanger avec d'autres régions thermales en Europe sur ces questions justement de prévention santé, nouveaux formats de cure, nouveaux programmes médicaux qui pourraient nous permettre de trouver dans d'autres pays européens et d'autres régions thermales des bons exemples qu'on pourrait éventuellement transférer chez nous. Donc en fait, on a un partenariat qui est composé donc, de Terme Auvergne pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et pour la France, avec donc 3 universités, une en Hongrie, Lettonie, la faculté de médecine de l'université de Porto au Portugal, et ensuite 3 agences de développement en Roumanie, Slovénie et Pologne. Et Pologne. La Pologne est un pays. La Pologne est un nouveau pays du Conseil de l'Europe. C'est ça, voilà. J'ai l'impression que vous parlez plus souvent anglais finalement que français. Et ensuite, le dernier que j'oublie, c'est le Centre d'innovation Lituanie. Et du coup, ce sont des partenaires qui sont donc des régions thermales, évidemment c'était un point important, et qui sont intéressés sur cette thématique de l'innovation santé et la prévention santé. Et le principe de ce projet, c'est d'organiser des visites d'études, dont la première a eu lieu donc, chez nous la semaine dernière. Voilà, c'est celle-ci, voilà, je m'étais mélangé sur les 2 visites, effectivement, d'accord. Pour permettre de découvrir le thermalisme dans le pays, de faire visiter les installations thermales, de faire découvrir la stratégie de la région, et tout ça a pour objectif final de nous permettre d'influencer les politiques régionales liées au thermalisme dans nos régions respectives. Donc ça veut dire que ça nous permet aussi de rentrer en dialogue, en contact et en discussion avec les autorités régionales qui peuvent un jour investir sur le thermalisme dans notre région. Donc finalement la boucle est bouclée quoi. Oui, quelque part. C'est vrai que l'Europe peut paraître loin de nos préoccupations quotidiennes, mais quelque part ça nous permet là aujourd'hui
de continuer à échanger avec les opérateurs thermaux régionaux et la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces questions qui nous animent. Donc pas de Brexit du thermalisme vis-à-vis de l'Europe. Non, on a des partenaires anglais et on continue toujours à travailler. Oui, effectivement, voilà, l'Europe est tendue. Merci dans tous les cas de ce témoignage. Encore un mot, je voyais non. Voilà, bah, écoutez, merci dans tous les cas. Là aussi, une ambition affichée et je crois des moyens qui sont mis en place. Et puis, on a cité les accros du peignoir il y a quelques secondes. On ne peut que donner la parole à Eric Bouy, qui a effectivement une fonction très sérieuse. Il est directeur général de la route des villes de Terre-Auvergne. Mais il est l'homme qui a lancé, on va dire, le concept d'une web-série qui s'appelle Les Accros du peignoir. Je ne sais plus si on s'est dit tout à l'heure si le film passait ou ne passe plus. Alors je pense que, eu égard aux problèmes techniques, on va peut-être éviter de prendre le risque. D'accord, on a une photo. Voilà, on a une magnifique photo, simplement peut-être pour illustrer. C'est ça. On vous invite à aller sur YouTube et à voir les vidéos. Vous verrez, c'est hilarant, mais je pense que c'est réellement un concept de communication qui disrupte littéralement l'image du thermaïque. Et c'est vous qui allez en parler. Disruptons. Exactement. Donc j'ai exactement 10 minutes pour vous démontrer que les accros du peignoir, c'est de la dynamique. Ah oui. Petite référence quand même, effectivement. Qu'effectivement, j'interviens en tant que directeur de la route des villes d'eau. Donc Daniel a parlé tout à l'heure, a présenté Terre-Auvergne. La route des villes d'eau, c'est, on va dire, la structure sœur de Terre-Auvergne, puisque autant Terre-Auvergne, on est sur l'échelle auvergnate et on parle de santé, autant sur la route des villes d'eau, on parle de diversification d'activités. Donc on ne parle jamais de santé, par contre on parle d'émergence de la filière du bien-être, de la structuration de l'offre, notamment bien-être, et de la commercialisation à travers des TO, des gens de voyage. On parle de, bien sûr, valorisation du patrimoine et d'animation culturelle, on parle de coopération européenne, et on parle voilà, globalement de tous ces sujets-là dans nos différentes structures. À la route des villes d'eau. Alors, j'ai exactement 10 minutes, donc j'ai mis le chrono en route. C'est parfait. Et je commence par le pitch, histoire de poser effectivement le cadre. Ils ont goûté au séjour thermo, ils en deviennent tellement accros qu'ils ne peuvent plus quitter leur peignoir. Dans la station thermale ou de retour chez eux, dans toutes les situations de la vie courante, même les plus inappropriées, des personnages se retrouvent pris dans la spirale angélique du peignoir. Le phénomène va peu à peu se répandre, telle une épidémie de bien-être, et devenir l'emblème des stations thermales du Massif central. Voilà, je voulais commencer par le speech parce que c'est important de poser les bases toujours d'un concept. Et puis vous aurez effectivement le plaisir, eu égard aux problèmes techniques, de chez vous en rentrant, aller tapoter les accros du peignoir. Il y a effectivement une série de 3 films aujourd'hui diffusés et vous pourrez effectivement mieux, ça donnera corps un petit peu au concept. Alors, le symbole, justement, le symbole du peignoir, pourquoi ce choix sur le peignoir? Alors j'imagine qu'il y avait tout un travail sur différentes approches symboliques, hein. Il y a plein d'objets, ou peut-être de la... Je sais pas, et vous avez choisi le peignoir. Alors, la question du peignoir, ça a été de dire quel est l'élément fédérateur de l'ensemble des expériences qu'on peut vivre en ville d'eau, en station thermale. Et effectivement, que vous veniez pour faire une cure thermale, que vous veniez en séjour bien-être, que vous veniez sur d'autres pratiques, de toute façon, à un moment de l'histoire, vous vous retrouverez en peignoir parce que vous avez fait un séjour dans vos vidéos. Donc le peignoir, pour nous, ça a été relativement évident que ça devienne effectivement l'étendard de la qualité de vie donc en station, que c'est effectivement le symbole pour nous du bien-être, du mieux-être, que c'est effectivement, on va dire, un ustensile, un vêtement qu'on rapproche et qu'on approprie finalement au cocooning, au bien-être, finalement au fait de prendre soin de soi, de sa santé, et essayer de faire en sorte qu'on puisse un peu décrocher de ce monde de fou dans lequel on vit de temps en temps. Donc ce n'est pas une tenue de super-héros, malheureusement, mais malgré tout c'est une tenue qui fait du bien, et on voit bien que quand on enfile son peignoir, on n'est pas tout à fait le même homme que quand on est... Le vôtre, c'est quand même presque une tenue de super-héros. Il y a un très beau logo derrière, il y a, voilà, c'est... Il va pas se retourner, mais j'allais dire, voilà, vous verrez ça. Alors, c'est ça. Ah pardon, excusez-moi. Oui, quand même, c'est bien plus joli. Les accros du peignoir, bien plus joli. Simplement, peut-être pour aller plus loin dans l'information, c'est de dire effectivement pourquoi et comment on a imaginé, on va dire, cette innovation marketing. On est parti finalement d'un constat. Ouais. Et le constat n'était pas extrêmement flatteur par rapport aux stations thermales. C'est-à-dire que on sait, et c'est la réalité, il y a eu beaucoup d'efforts
beaucoup d'investissements faits par les mairies, par les établissements thermaux, par les restaurateurs, par les hébergeurs, par l'ensemble des socio-professionnels des stations. Et malgré ce travail, malgré ces sommes investies, malgré effectivement l'amélioration globalement de l'offre des stations au fur et à mesure des années, eh ben, on n'a pas réussi à changer d'image. Dans l'esprit du grand public, et je suis convaincu qu'il y en a un certain nombre d'entre vous, il y a une adéquation assez parfaite entre station thermale, station de malades, station de vieux, où on s'ennuie. C'est parfaitement injuste. Et donc, par rapport à cette situation, on avait décidé, effectivement, avec Pierre Jal, à l'époque directeur, que je salue, de l'Ordre des Eaux et de Thermauvergne, on avait décidé de travailler sur une manière un tout petit peu disruptive, maintenant on dit pour faire intelligent, de communiquer. On ne voulait pas faire de la communication institutionnelle, on voulait faire une communication, on va dire, qui puisse peut-être interroger, ou en tout cas, peut-être, enfin pas déranger, mais en tout cas interroger. Nos missions statutaires à la route des villes d'eau, c'est de changer l'image des villes d'eau dans l'esprit du grand public. Si on s'est assigné cet objectif-là à la création de l'association en 1997, c'est bien que dès l'origine de l'association, on était complètement conscient du décalage qu'il existait entre la réalité de ce qui se passe dans les stations, et dans toutes les stations, c'est remarquable, et la perception que peut en avoir le grand public. Donc, il y avait un enjeu, en tout cas on l'a identifié comme ça, il fallait qu'on puisse effectivement parler de manière positive, avec un ton décalé, et qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse ramener vers les stations thermales une nouvelle clientèle, jeune, urbaine, et en tout cas avec un discours qui soit très loin d'un discours institutionnel avec de jolies images. Comme il disait tout à l'heure Daniel et Yves Jean-Bignon, il n'y aura pas de médecine thermale s'il n'y a pas de médecins thermaux. Eh bien, il n'y a pas d'avenir dans les stations si on n'est pas en capacité aujourd'hui de changer d'image et de diversifier les clientèles. Il faut absolument qu'on puisse, à côté de la clientèle thermale que l'on connaît, qui vient pour des raisons curatives pendant 3 semaines, qu'on puisse effectivement ouvrir le panel avec la prévention santé sur le volet santé, bien évidemment, mais il faut aussi qu'on puisse ouvrir le chantier du bien-être et faire venir des clientèles qui viennent consommer du plaisir et du bonheur en station et en ville. Voilà, c'était notre parti pris, et je pense qu'on a en tout cas essayé de donner du corps c'est pas qu'un concept, hein, on a essayé de donner du corps avec un certain nombre d'événements, d'événementiels, de rassemblements, à la fois physiques et virtuels, pour effectivement faire en sorte qu'on puisse concrétiser ce concept des accords de pénombre. On a construit, on a bâti un certain nombre d'outils de communication que vous avez à l'entrée, hein, bien sûr le manuel des porteurs du peignoir, on a bien sûr un certain nombre d'éditions, la dernière en date c'est le magazine des accords de peignoir qui est à l'entrée également, on a effectivement un certain nombre d'éditions, de brochures, d'affiches, de flyers qui alimentent régulièrement effectivement la question des accords de peignoir. Et on a bien sûr au fond de la salle l'exposition qui a tourné l'an dernier dans la moitié des villes d'eau du réseau, donc 9 villes. Cette année, elles vont faire les 9 autres. Donc on est content effectivement. Demain, le vernissage pour ceux qui sont là à 17h30 dans ces mêmes locaux. Donc il y a tout ça pour dire finalement que cette communication, c'est pas uniquement un rassemblement du Luberlu qui de temps en temps met un peignoir pour aller boire l'apéro quelque part. C'est quelque chose de plus profond. On peut aussi avoir ce plaisir-là. Alors, on peut bien sûr avoir ce plaisir-là, mais c'est quelque chose de plus profond, de plus actif, puisqu'on souhaiterait, en tout cas nous, que ce mouvement des accords du peignoir, cette démarche des accords du peignoir, ce soit quelque chose qui soit finalement un acte militant, une revendication d'une fierté retrouvée à revendiquer finalement l'appartenance, le fait d'habiter dans une ville d'eau, le fait de pratiquer des loisirs dans une ville d'eau, c'est quelque chose qui est merveilleux, et tout ça dans un décorum souvent belle époque qui est assez exceptionnel. Donc on a en tout cas le résultat qu'on espère finalement de tout ça, de ce travail de fond, c'est réussir, en tout cas amorcer ce changement d'image. On aura gagné effectivement si on aura convaincu dans quelques semaines, ou si on a déjà convaincu un certain nombre de personnes que les stations thermales à la papa
c'est terminé, et que les stations thermales, elles sont aujourd'hui à la pointe de la modernité, à la pointe des équipements de bien-être, de loisirs, et que c'est tout sauf des endroits où on s'ennuie et où il n'y a que des clientèles de vieux et de malades. Pour assumer et pour asseoir encore la marque Les Accros du Nord, puisqu'on a fait un dépôt de marque, et cette marque appartient à la route des îlots du Massif central, on a effectivement déployé une série de 4 films, hilarants, plus hilarants les uns que les autres, donc vous les verrez tout à l'heure en rentrant chez vous. On lance une gamme de produits qui seront vendus dans les offices touristes, dans les établissements thermaux, auprès de certains prestataires, produits dérivés, accros du peignoir, du mug, du tote bag, bien sûr du badge ou du porte-clés. Il y a effectivement des événementiels qui sont en préparation, dont on ne vous parle pas aujourd'hui, mais vous n'aurez qu'à suivre l'aventure périlleuse des Accros du Peignoir en Massif central sur notre site et sur notre plateforme des Accros du Peignoir. Et enfin, je n'ai moi qu'une opération lourde qui a été portée par Léa, c'est effectivement redonner un volet culturel pionnier dans nos villes d'eau. On a perdu ce côté-là, puisque il ne faut pas oublier que les villes d'eau, c'était effectivement les cafés de l'Europe. C'est là où on décidait du sort du monde finalement. C'était les lieux, il y a un siècle, où toute l'intelligentsia, toutes les têtes couronnées se rencontraient, et c'est là où les artistes finalement venaient non pas rôder leur spectacle, mais les présenter réellement. Donc aujourd'hui, on a travaillé depuis un an à la préparation de nos dossiers, on a obtenu les financements pour le faire. On va essayer de semer un voyage artistique avec les Accros du Peignoir, avec effectivement de la résidence d'artistes, de l'exposition d'œuvres majeures. On va travailler avec des partenaires culturels très importants à l'échelle auvergnate et Massif central, notamment Vidéofort, notamment le FI, notamment l'école de design de Saint-Étienne, notamment bien évidemment l'Effervescence, et puis d'autres opérateurs. Je peux donc terminer mon propos qu'en vous souhaitant bien sûr de prendre soin de vous. Faites attention à votre santé, prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place, et je ne peux que vous demander d'oser pour tel peignoir, et surtout de rejoindre la communauté des Accros du Peignoir. On va dans les prochains jours lancer finalement les diplômes ou les bulletins d'adhésion sur le net, avec effectivement la signature officielle, le nom, le prénom, les choses. On veut effectivement matérialiser cette communauté, et effectivement l'objectif c'est qu'elle grossisse, et que plus on aura d'ambassadeurs pour défendre cette qualité, cet art de vivre en ville d'eau, et ben plus effectivement on aura réussi cet objectif extrêmement ambitieux qui était le changement d'image global des stations. Voilà, j'en ai fini. Merci. Et je voyais Daniel Corinbert, je vous voyais réagir, bouger la tête assez fortement en montrant votre slide tout à l'heure. Vous allez avoir votre réaction, c'était par rapport à quoi? Au complément du message d'Éric Brut, du coup on revient vers vous. Non, tout va bien. Elle est passée aussi trop tard. D'accord, ok, mais c'était en réaction. Mais elle montrait bien l'ancienne station et la nouvelle. Ah, d'accord, ok. C'est la slide qu'on a vue tout à l'heure, effectivement, qui montrait ce changement de paradigme. Dans vos slides, effectivement. Merci Eric Bouy, j'allais dire, s'il y a bien quelque chose qui a marqué la communication de ces derniers mois, effectivement, c'est les Accros du Peignoir, et vous avez réussi, il est où Stéphane, à me faire porter le peignoir récemment, donc voilà, tout va bien. Et puis on va parler d'une station qui nous accueille ce soir, parce que voilà, nous sommes à Roya, et puis une station incontournable, parce que dans la périphérie immédiate de l'agglomération de Clermont-Ferrand, même de Clermont-Ferrand, avec effectivement Dominique Ferrandon, directeur des Thermes de Roya, vous avez une station qui a une histoire. Alors effectivement, elle démarre en 1822, j'ai vu avec la découverte de la première source, et je vous cède bien volontiers le micro pour nous présenter cette belle station, et surtout nous présenter les innovations qui vont maintenant marquer ces prochains mois ou ces prochaines années. Oui, la première innovation, c'est cette table ronde. Moi, je travaille depuis quelques décennies pour des stations thermales, soit comme consultant, et après j'ai dirigé des stations thermales. Je rappelle pour ceux qui se posent la question que quelques décennies, ça commence à partir de 2. Et en fait, dans toutes les régions, j'ai travaillé en Occitanie, j'ai travaillé dans la région Rhône-Alpes à l'époque, dans le Grand Est aussi, et il n'y a pas une région en France qui réunit en fait ce qu'on a à cette table ici, c'est la promotion, la recherche, la médecine, l'ouverture vers l'Europe et des concepts marketing nouveaux. Et ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et je trouve que là, rien que pour ça, en fait, on est largement plus innovateur que d'autres régions.
Roya, il y a un peu d'histoire. Dès 1822, la première découverte de la source. La construction d'établissements thermales 1850-1856. Et la dernière date 1938, qui est la création de la régie des eaux minérales de Roya. Les eaux deviennent une régie municipale et c'est toujours le statut qu'on a aujourd'hui. Donc le statut perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 9000. Aujourd'hui, il faudrait que j'aille faire des cures en voie respiratoire. Aujourd'hui, c'est 9000 curistes avec des orientations rhumatologie et maladies cardio-artérielles. Et on tend vers une offre de santé globale, puisqu'en fait, à Roya, on accueille aussi bien de la cure conventionnée 18 jours, des mini-cures 6 jours ou 12 jours, des cures spécifiques dont je vous parlerai tout à l'heure, et des ateliers santé. Donc on est déjà assez proche du concept que Daniel Fourabert déclinait tout à l'heure, du concept de pleine santé. Le double positionnement stratégique de Roya, c'est tout d'abord la station de la métropole de Clermont. Alors notre logo, en fait, qui a été revu cette année... Ce que j'allais vous dire, c'est un nouveau logo, je ne connaissais pas. J'ai découvert dans votre slide, effectivement, de présentation, très très beau logo, qui exprime bien, effectivement, c'est en fait l'association de l'eau thermale et du gaz thermal, qui est une des particularités de Roya, et le positionnement, en fait, au pied des volcans et aux portes de la métropole. Et la volonté, si vous voulez, c'est de faire de cette station, la station, effectivement, de la métropole clermontoise, puisque aujourd'hui, à peu près 40% de nos curistes sont issus de la métropole. Donc, on a vraiment une clientèle qui est très locale. Traitement thermal unique, un duo de soins unique, l'eau et le gaz. Alors il y a d'autres stations, notamment une autre station en Auvergne qui utilise du gaz. La particularité de Roya, c'est que cette double source de santé, on l'utilise dans les deux indications, rhumato et maladie cardio-artérielle. Et je crois que l'on est la seule. Alors d'habitude, je dis une des deux stations en France, mais je crois qu'on est la seule à l'utiliser dans ces deux indications. À l'origine, plutôt utiliser des injections de gaz sous-cutané. Je ne sais pas si le docteur Roux est ici, je crois qu'il devait venir ce soir. Et on avait en fait l'injection, l'insufflation sous-cutanée de gaz dans les maladies cardio-artérielles. Et puis on s'est aperçu un jour que dans la rhumatologie, elle avait un effet antalgique. Et aujourd'hui, les curistes ont autant d'injections dans les indications de MCA que dans les indications de rhumato. Un fort ancrage scientifique pour compléter les études de la FRET, et je crois même, peut-être avant même que les études de la FRET démarrent, à Roya, on avait une société médicale qui était extrêmement active et qui avait en fait fait des études pour démontrer l'efficacité de certains soins, et la manudouche carbo-gazeuse, qui est un soin très spécifique dans l'indication rhumatologie à Roya, permet entre autres d'améliorer la force de la tension cumulée des deux mains, et jusqu'à moins 25%, et c'est une étude qui avait été menée à l'époque sur 118 patients. On en a une seconde qui est sur la carbothérapie dans le traitement des maladies cardio-artérielles, et juste de vous... Souvenez-vous que le service médical rendu est supérieur en fait dans cette pathologie-là aux médicaments de référence. Donc ça veut dire que le traitement thermal et le gaz thermal... Supérieur dans ses effets, d'accord. Ouais. Donc une approche globale de la cure thermale. On m'a tellement dit qu'il fallait que je fasse tout dans 10 minutes, que puis qu'on m'a dit que j'avais beaucoup de slides. Vous êtes très clair, voilà, tout va bien, les slides se déroulent parfaitement. Une approche globale de la cure thermale, qui est la deuxième chose qu'on essaye de mettre en place sur Roya, c'est d'offrir une cure, une solution de santé, en fait, sous différents formats, avec une cure thermale de 18 jours, des cures, des mini-cures qui sont adaptées, en fait, dans ce que disait Eric, de rajeunir notre clientèle. La contrainte d'une cure thermale, c'est qu'il faut se libérer 18 jours. Et que se libérer 18 jours aujourd'hui, quand un Français part en moyenne, je crois, 15 jours en vacances, c'est compliqué. Donc c'est vrai que cette cure thermale de 18 jours, en fait, nous cantonne dans des populations de curistes qui sont plutôt des populations de retraités, des indications aussi. Donc il faut qu'on arrive à démontrer aussi l'efficacité thermale un jour, je pense, des mini-cures, et peut-être d'aller sur des formats d'études qui permettraient de démontrer qu'une mini-cure à 6 jours ou à 12 jours peut aussi avoir des bienfaits. Et puis on a des cures spécifiques, qui est en fait le bouclage de la cure médicale, où on s'attaque à des pathologies très particulières. On en avait deux à Roya, on en a mis en place une troisième cette année. On avait des cures spécifiques pour la fibromyalgie et l'arthrose, on a rajouté la lombalgie. Il y a une étude d'ailleurs qui va démarrer, je crois, avec d'autres stations sur la lombalgie chronique. Et la cure spécifique du phénomène de Raynaud, qui est un phénomène essentiellement féminin, je crois qu'il touche à peu près 7% des femmes, qui est en fait les problèmes de circulation dans les extrémités.
et une cure qu'on va Alors, mettre en là, place. c'est original. Là, on est dans l'innovation cure du soir. Rien que Oui. le mot en soi, c'est pas un after, c'est pas une soirée, non, c'est vraiment Presque. pour se soigner. C'est ça. Presque. Presque, c'est ça. Et de la musique, c'est. Oui, oui, presque. Non, mais si vous voulez, on a une problématique d'accès d'une population plus jeune et plus active en fait à la cure thermale. Et la solution en fait pour capter cette clientèle et notre positionnement en fait est quand même très intéressant sur ce type de cure, c'est d'essayer de faire venir des gens en fait au moment où ils ont des disponibilités pour venir. Donc l'idée de la cure du soir, c'est plutôt de décliner des programmes thermaux en fin d'après-midi et en soirée, et de les décliner aussi dans la durée, de façon à pouvoir en fait les mener sur des programmes de 18 jours et aussi sur des mini-cures de 6 jours ou 12 jours. D'accord, donc effectivement, là, on est réellement dans l'innovation, tout au moins l'approche. Et en plus, on va faire ça dans un lieu qui est vraiment un lieu d'exception. C'est la photo qu'on voit Oui, tout alors c'est une partie avec des vitraux, mais on a une partie d'établissement qui est vraiment superbe. Ah, c'est clair que le patrimoine de Roya est extrêmement riche pour ça. Ne me dites pas que c'est le dernier slide, non. Vous avez déjà fini? Si, je suis C'est très... extraordinaire, je crois qu'on est à moins de 10 minutes. À moins de 10 minutes. Non, moi, ça fait 30 ans que je travaille pour des stations thermales. J'ai passé des années vraiment extraordinaires. Je suis tombé dans le thermalisme par hasard. Je n'étais pas du tout fait pour ça. Moi, je travaillais pour la distribution et textile. Oui. Et j'ai eu l'occasion un jour de travailler pour des stations thermales. Je pense que les 30 années que j'ai passées étaient super intéressantes parce moi, j'ai vécu le thermalisme pas à papa, mais à la grand-papa. Et je pense que par contre, les 30 années qui vont venir vont être certainement passionnantes parce que je pense que le thermalisme est vraiment un vrai tournant de son histoire et dans les 30 ans à venir, on aura vraiment des innovations qui vont être marquantes. La bonne nouvelle, c'est que si on n'a pas pu passer le film sur les apôtres. Parce que moi, il n'y a pas de son en fait. Ah, voilà, exactement. On peut avoir de très très belles images, effectivement, de très très belles images sur Roya. Stéphane. Voilà. Ah. Et même du son extraordinaire. Il est trop fort. Le son, ce film est absolument, cette série de films sur les stations thermales, vraiment superbe. Je vous invite à aller les voir sur YouTube, vous la verrez, ou sur la page, sur la chaîne Auvergne Thermale, effectivement, sur YouTube. Donc, on n'a même pas de son, malheureusement, mais avec les images en soi sont déjà une sorte de sérénité, rien qu'à la lecture de ces films. Non, le patrimoine thermal est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, et je regardais tout à l'heure le slide de Marion, et dans tous les pays, il y a vraiment des choses magnifiques dans les établissements thermaux. Et bon, ce qu'on peut faire, c'est vous inviter naturellement à faire une cure du soir prochainement, par exemple, juste pour une petite découverte. Voilà, pour redécouvrir, parce que j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ce sont des établissements que je laissais déjà. Et effectivement, station thermale de Roya Chevalier. Voilà, ces films sont disponibles effectivement sur YouTube. Merci à vous, merci de votre témoignage. Si vous le permettez, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on remercie nos intervenants en les applaudissant par exemple. Si vous voulez bien. On est dans le timing. Dans le timing, et on avait promis que, effectivement, si vous le souhaitez, la première question étant toujours la plus compliquée, mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole et poser des questions à l'ensemble des acteurs de cette table ronde présents ce soir. Y a-t-il des questions? Compliqué, bon. Ah, allez-y, madame. Attendez, on va vous donner un micro que tout le monde puisse entendre la question. Alors oui. Alors moi je suis une ancienne curiste, ça fait 25 ans que je viens. Voilà, je viens parce qu'il y a des cures de gaz pour beaucoup de choses. Mais par contre les cures se sont dégradées tout au long des années. Entre autres les peignoirs, tout ça. Et vous parlez des peignoirs, des accros des peignoirs. On a des peignoirs qui s'en vont en lambeaux. Et j'espère que cette année, maintenant qu'il y a un nouveau directeur, on va quand même avoir des peignoirs un peu plus potables. Parce que vraiment, c'est honteux d'avoir des peignoirs comme ça. Vous pensez que vous soyez trop accro des peignoirs? Non. Et ça devient de pire en pire. Les peignoirs, les messagers. Merci, monsieur le directeur. Là, on a la même ambition, c'est de faire en sorte qu'on porte le peignoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle? Je viens vous porter bien sûr le micro.
Oui, n'hésitez pas, parce que c'est mon seul handicap et ce n'est pas traité. Oui, non, c'est pour ça Ce n'est pas traité par, effectivement, c'est une rupture des tendons du quadriceps. Ce n'est pas traité par une fille, donc j'en suis navré, je ne vous avais pas le micro. Voilà, j'essaierai d'être très, très, très lentement. Si vous pouviez éviter d'avoir des questions à partir du 3e rang, ça m'arrangerait. Voilà. Des questions de notre manière. Oh non, 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 il faut tout fait avancer et je crois que vous avez compris dans la réponse d'Éric Bourg, effectivement, il y a une vraie volonté dans tous les cas d'aller toujours vers un avenir meilleur et de prendre en compte effectivement les relations avec la clientèle et surtout effectivement de se projeter dans un nouveau thermalisme, toujours plus de qualité, toujours plus d'efficacité et plein de projets innovants et c'est ce qui rendra les années à venir, je crois, beaucoup plus intéressantes, effectivement. D'autres questions, oui ou non? Sinon, vous savez, il y a là de l'amitié, et surtout, il y aura là l'occasion de poser individuellement chacune de vos questions. Je dis ça parce que je fais beaucoup de tables rondes, et généralement, c'est là où les meilleures questions se font, en tête à tête un peu derrière. Oui, non? Si, madame. Alors, j'arrive, un deuxième rang, je dis que au 3e rang, je prends le micro. D'accord. Vous preniez le micro parce que vous êtes un petit peu handicapé. Je suis de l'ithermalisme depuis très longtemps parce que mon grand-père mon oncle était médecin interne à Châteaubriand. Et moi je suis kinésithérapeute. Malheureusement, la génération suivante, personne n'a franchi la première année de médecine. Je suis kiné. Et je suis dans le polyhandicap. Et moi je serais intéressée aussi qu'on parle un petit peu de handicap, polyhandicap et thermalisme. Nous, on a la chance, je suis à l'ADAPI, on a la chance d'avoir une petite balnéothérapie, balnéo en tout cas, qui est plus ou moins thérapie, plus ou moins éducative. Mais je vois le bienfait qu'il y a pour les handicapés, des spasticités avec du thermalisme. Mais pour qu'ils y aient accès, il faut des moyens de mise à l'eau, des moyens de mise sur les tables, etc., les baignoires. Il faut qu'il y ait des meublés adaptés et de l'hébergement adapté. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un parmi vous qui se sentait un peu concerné par le sujet et au niveau du handicap et du polyhandicap. Oui, on y vient. Enfin, d'abord parce que l'établissement thermal, il y a des établissements thermaux qui sont très adaptés. Et la difficulté, c'est le curseur entre le centre de rééducation fonctionnelle et l'établissement thermal. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du tout de la rééducation. Il y a un grand programme aujourd'hui qui est lancé, le programme d'accessibilité et d'adaptabilité des établissements. Les établissements thermaux rentrent dans ces programmes-là. Aujourd'hui, on est capable d'accueillir des personnes avec des handicaps ou des difficultés de mobilité de façon assez confortable aujourd'hui, et même avec des baignoires un peu mieux que ce qu'il y avait avant, parce qu'il y en a quand même un peu mieux que ce qu'il y avait avant. Je ne pouvais quand même pas rester sans répondre. Et après, si on coupe le micro, en plus, après, la difficulté qu'on a, c'est aujourd'hui d'adapter le traitement en fait, aux gens qui ont des mobilités compliquées. Parce qu'on a un traitement qui est très normalisé par la CNAM et qui est vraiment adapté en termes de temps de soins, de choses comme ça. Donc la difficulté qu'on a, c'est souvent d'intégrer en fait, dans un établissement une partie de personnes avec une mobilité réduite. Mais après, sur les résultats, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude et on sait très bien qu'aujourd'hui, le traitement thermal peut apporter aussi un bien-être à des gens qui ont des handicaps assez forts. Il faut vraiment leur proposer des séjours adaptés. Oui, oui, et puis alors pour finir sur votre question sur les environnements, le programme d'adaptabilité dans les villes, enfin, moi je suis élu dans une commune aussi où on a mis en place tous les programmes d'accessibilité sur les établissements publics. Les logeurs commencent aussi à s'y mettre. Il y a tout un tas de choses qui se font aujourd'hui qui rendent la vie quand même plus facile et qui permettent dans des stations thermales, à mon avis, où il y a peut-être là encore des gens encore plus sensibilisés sur le problème de handicap que dans une ville normale. Autre question? Même dans le fond de la salle. Je ne vous en voudrais pas. Plus de questions? Je pense que nous avons peut-être fait le tour de beaucoup de sujets. Ça a été extrêmement riche. La préparation de ce débat, je peux vous dire, a fait l'objet de longs échanges parce que la richesse individuelle de chacun des projets qui ont été évoqués aurait mérité à eux seuls pratiquement un débat. Je viens à vous. Merci. Bonjour, moi j'ai une question. Je souhaiterais savoir, est-ce que vous avez des intentions d'ouverture par rapport à des projets de recherche en innovation santé qui ont lieu en Europe ou dans le monde? Désolée, je pose un peu tard. Après, on va voir quelque chose.
Je vois pas pourquoi vous tendez la recherche, je sais pas. Non, oui, nous y songeons. Mais il faut bien reconnaître une chose, c'est que c'est quand même en France que la recherche thermale est la plus développée en Europe. Et donc de ce fait, il est difficile de trouver des partenaires sur un programme scientifique qu'on élabore, pour trouver des partenaires qui disent oui, ça m'intéresse, j'ai les outils et les moyens, en particulier en termes d'équipe, pour pouvoir le développer à l'échelle européenne. Alors après, bon, j'en parle parce qu'il y a un projet qu'on voulait monter et qu'on n'a pas pu, parce que faute de partenaires adaptés. Après, il y a d'autres leviers, ce qu'on évoquait en particulier, des liaisons qui s'établissent progressivement au niveau européen à travers HTT1, à travers Innovaspa, à travers aussi le Great Space of Europe qu'on met en place là, dans le cadre de la candidature UNESCO. Donc tout ça, ça permet de tisser des liens, y compris de ce fait avec les médecins, les universités. Je pense que ça va arriver à maturité dans très peu de temps. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, en 2019, c'est encore assez difficile de monter des projets de recherche thermale à l'échelle européenne. Il y a aussi une société européenne qui existe, c'est peut-être ce dont je voulais parler, Société européenne de médecine thermale, je ne sais plus exactement son acronyme, qui permet aux médecins thermaux d'échanger régulièrement dans des colloques internationaux qui sont organisés. Vous voulez compléter? Effectivement, ce sont des pistes d'avenir, même si j'approuve complètement ce que dit Jean Bignon, parce que c'est difficile, mais les contacts avec les pays d'Europe sont de plus en plus, vous l'avez vu, importants. Et Terre Auvergne est depuis 15 jours a intégré la ISPA, qui est l'association européenne des établissemement thermaux, et c'est la première fois, les adhérents sont des pays, il y a 21 pays en Europe qui sont adhérents, c'est la première fois qu'une région adhère à cette association européenne. Donc c'est l'occasion de rencontres et d'échanges et certainement l'idée de projets communs. Il y a déjà eu, il est déjà arrivé qu'il y ait des recherches en commun, ça n'a pas été très développé, mais c'est une idée qui doit repartir normalement. Merci pour votre question. Merci. Une dernière question? Oui, non? Écoutez, mesdames, messieurs. Ah si, merci. Alors là, je suis sûr que vous avez fait exprès. Voilà. Merci, je vous redonnerai ça, c'est promis. Bon, je pense qu'en plus, vous allez devoir offrir votre peignoir à la dame. Ça, c'est Bonsoir. Simplement une remarque, une question. Je viens d'une ville thermale, Montbéliard. Je fais du conseil à investissement et je suis tous les jours au contact d'hébergeurs, d'hébergements, pas forcément qualitatifs. J'aurais souhaité savoir, en fait, notamment dans le cadre de ce concept d'accro des peignoirs, qui est, à mon sens, une très bonne idée, une très bonne idée pour fédérer une communauté. Mais dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous faites de la partie hébergement, en fait? Je crois qu'il y aurait quelque chose à faire, parce que c'est bien de fédérer une communauté dans des lieux globaux, dans des villes globales, mais c'est encore mieux, je crois, de pouvoir les fédérer dans des lieux d'hébergement de qualité qui répondent à leurs objectifs de bien-être. Et je crois que il y a quelque chose à creuser. Je crois que c'est du domaine de ta montagne également. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Peut-être que les effets leviers ne sont pas évidents à mettre en œuvre parce que. Je peux essayer de répondre. Ah, bien sûr, pardon, bien sûr. Daniel, complètement, on a un niveau de duettiste qui fonctionne très bien. Donc, non, sur la question des accords du peignoir, c'est pas du tout un cercle fermé. Donc, effectivement, en fait, il y a deux catégories d'accros du peignoir que nous, on imagine très bien.
Il y a l'accro du peignoir consommateur, c'est-à-dire le client, celui qui vient en séjour en ville d'eau et qui veut revendiquer finalement son appartenance, sa fierté au fait de revendiquer les valeurs de la station, l'accro du peignoir. Et puis il y a l'accro du peignoir, acteur économique. Et dans l'acteur économique, il y a bien évidemment en première ligne l'établissement thermal, il y a bien sûr la mairie, il y a bien sûr l'office du tourisme, il y a le restaurateur, il y a l'hébergeur, il y a l'hôtel, le meublé, le camping, il y a le prestataire touristique, le prestataire de loisirs. Il y a effectivement l'ensemble de ce tissu économique qui, effectivement, peut intégrer, on va dire, la sphère des acteurs, la sphère des accro-acteurs de la station. Et effectivement, ce n'est pas du tout un cercle fermé. Sur cette question, pour aller encore plus loin, pour tout vous dire, c'est une réflexion qui nous turlupine depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est comment est-ce qu'on peut passer d'un mouvement qu'on souhaiterait militant, positif, de communication, à quelque chose qui nous permettrait de mieux calibrer ou de mieux qualifier l'offre de la station. Je prends un exemple. J'ai une personne qui, pour la première fois, va aller en cure à Châtel-Guyon ou à Roya-Chamalières. Et ben, je pense que, bien sûr, pour avoir des informations, elle peut appeler l'office du tourisme, elle peut appeler l'établissement thermal, c'est classique. Par contre, il y a un phénomène de fond aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier, c'est la question communautaire. Aujourd'hui, il y a du réseau social, il y a de l'échange d'expériences, et celui qui apportera le meilleur conseil à cette personne-là, c'est la personne qui a déjà vécu l'expérience. Et elle sera d'autant plus crédible. Donc aujourd'hui, on doit, je pense, réfléchir à la mise en place d'outils numériques, de dispositifs digitaux, hein, c'est pas du tout contradictoire, on est bien dans l'innovation là aussi, pour rapprocher ceux qui partagent la même expérience de visite en station. Après, deuxième étape, est-ce qu'une fois qu'on a partagé cette expérience de manière transversale, on peut aussi le partager de manière verticale, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, je le disais, les accords du peignoir clients et les accords du peignoir prestataires, en fait, qui sont les acteurs économiques. Et bien, est-ce qu'on ne peut pas créer des liens entre ces deux blocs qui permettraient effectivement de valoriser, de favoriser l'expérience client là aussi, de mieux calibrer une prestation, d'avoir un feedback finalement de la prestation que je propose à mes clients. Donc votre question, elle était tout à fait pertinente et intéressante parce qu'elle permettait effectivement d'aller un peu plus loin que, on va dire, la gentille confrérie des porteurs peignoirs, hein, qui est un acte positif et bien évidemment intéressant, et il faut commencer par ça, il faut qu'on construise cette communauté, mais l'idée dans les prochains mois et les prochaines années, c'est bien de construire, on va dire, un outil qui va nous permettre d'avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à, et d'enrichir finalement l'expérience client. Il faut qu'on tente là-dessus. On ne sait pas comment on va le prendre encore, on est en train d'y réfléchir, mais on est en train de tourner autour. Voilà. Bien, écoutez, moi je vous propose d'en conclure, parce qu'effectivement ce débat, encore une fois, est très riche. On pourra avoir plein de sujets, il y a plein de sujets maintenant à appréhender, à approfondir, et il y aura un moment de convivialité, c'est l'occasion de parler avec chacun d'entre vous. Merci de votre présence ce soir, merci à vous toutes et à vous tous. Plus de 90 inscrits, c'était, je crois, sous le contrôle de Stéphane. Hein, voilà, c'est... Combien 110, 120, pardon, oui, j'allais rester au chiffre 10. Donc 110, 120 inscrits, mais la salle est très grande. Merci de votre présence et maintenant n'oubliez pas non plus à aller découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, cette magnifique exposition des carnétistes, effectivement, qui est présente ici et qui vous montre vraiment sous un angle très, très, très original et sympathique le patrimoine thermal. Merci à vous toutes, bonne soirée.